Pour me présenter brièvement, donc je suis Raïssa Gouben-Kern, conseillère internationale à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe depuis le mois de mars 2021. Et au sein de la CCI des îles de Guadeloupe, nous avons un pôle international qui a pour mission de sensibiliser les chefs d'entreprise qui veulent se lancer à l'international, donc autant sur le volet import que sur le volet export. Et en ce qui concerne la Team France Export, nos missions sont vraiment de sensibiliser les entreprises à se déployer à l'international, apporter des informations. On fait ce travail de proximité avec les entreprises de tout secteur d'activité et notre rôle principal est de les accompagner en fait tout le long du chemin en essayant bien sûr de leur prodiguer les conseils pour éviter les écueils, pour qu'ils aillent plus vite et plus loin. Et surtout qu'ils soient entourés. Et c'est la raison aussi de ma présence ce soir, c'est parce que le Centre Caro est un partenaire incontournable aujourd'hui. On en a fait l'expérience, ne serait-ce que ce matin, on a des entreprises qui vont partir sur 2 salons internationaux. Et pour nous, c'était essentiel, dès les moments de préparation, qu'ils soient sensibilisés à la question de médiation et d'arbitrage, puisque en réalité, le Centre Caro a cette vocation d'accompagner les entreprises de la Caraïbe à l'international, finalement, peu importe la destination, si j'ai bien compris. Oui. C'est bien ça. Voilà. On aide les entreprises et institutions de la Caraïbe dans tous leurs projets. Exactement. Voilà, donc on en a besoin effectivement de ce centre Caro. On est très heureux aussi qu'il soit à peine 200 mètres de la CCI. C'est très pratique. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous propose de faire une brève présentation de la Team France Export. Bon, j'ai préparé un petit PowerPoint. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le dérouler, parce que pour le coup, je n'ai plus la connexion Internet sur oui. poste. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on le voit correctement ou pas du tout. Non. Qu'ils le disent. On le voit ou pas? Oui, on le voit, mais il n'est pas en plein écran. D'accord. Bon, on va pouvoir dérouler au fur et à mesure. Oui. Voilà, donc je proposais une brève présentation de la Team France Export Guadeloupe, qui est, comme je le disais, un dispositif qui existe depuis le mois de mars 2021 en Guadeloupe, mais qui en réalité est un dispositif qui existe depuis 2018. C'est l'agence française en charge du développement international des entreprises pour accompagner, très bien, merci, pour accompagner les entreprises dans leur démarche export. Donc nous, on va effectivement avoir une plateforme de solutions qui va mettre en avant des offres envers les entreprises. Il y a un plan de relance export en ce moment lancé par le gouvernement qui continue encore jusqu'à octobre 2022 et les entreprises peuvent se saisir en fait d'un certain nombre de dispositifs financiers pour les aider à faire l'effort de l'international. Et donc je vais revenir dessus. Mais ici brièvement, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, on avait beaucoup d'interlocuteurs différents pour la question d'export. On pouvait tantôt aller vers les CCI, tantôt vers la région, tantôt vers les douanes. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un guichet unique. Un guichet unique qui va ensuite pouvoir rediriger les entreprises vers les bons partenaires. Comme je disais, l'idée, c'est de faire gagner du temps et d'éviter les écueils. Et donc, on parle de team parce que les membres fondateurs réellement sont les régions, bien sûr, région Guadeloupe, Business France, dont le siège est à Paris, qui dépend de Bercy, la CCI des îles de Guadeloupe, bien évidemment, et BPI France, qui est notre partenaire financier et qui accompagne les entreprises avec un certain nombre de dispositifs très intéressants et avantageux également. Et en dehors de ce cercle de fondateurs, on a aussi d'autres partenaires comme le Centre Caro, justement sur le volet juridique, mais également les conseillers du commerce extérieur de la France, la douane, l'INPI pour les questions effectivement de sécurisation effectivement des marques. Vous avez des chambres de commerce et d'industrie à l'international également. Alors en fait ici, vous avez un petit focus sur nos partenaires. En fait, on travaille en réseau. Donc, les chambres de commerce et d'industrie françaises situées en France, effectivement, sont déjà un premier réseau. Mais on a un maillage encore plus large parce que toutes les chambres de commerce et d'industrie qui sont à Miami, à Singapour, en Belgique, un peu partout dans le monde, sont aussi des interlocuteurs et qui vont pouvoir prendre le relais dès lors où l'entreprise a une recherche particulière, que ce soit une étude réglementaire, un conseil juridique. Donc, on peut aussi accompagner l'entreprise jusque dans les pays qu'ils vont cibler.
Et vous avez également l'OACI, que vous connaissez aussi au sein de l'UDF-MEDEF. Je sais que vous avez eu une présentation l'année dernière. Donc, en fait, tout ce beau monde, en fait, c'est ce qu'on appelle la team, justement, est l'écosystème de l'entreprise. Et nous, notre rôle, c'est tout simplement de lui présenter les partenaires à chaque fois que le besoin se fait ressentir. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qu'on va présenter d'emblée parce que toute entreprise qui va vers l'international a besoin de conseils juridiques et a besoin de se sécuriser tant sur le volet financier que sur le volet juridique. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est devenu, j'ai envie de dire, au sein de la Team France Export, un automatisme que de proposer aussi les services et ce formidable outil que le centre Caro. Voilà. Alors, pour vous présenter brièvement, pour une entreprise aujourd'hui qui se présente à la CCI, qui veut partir à l'international, on va dire que c'est en 3 étapes. La première étape, effectivement, c'est déjà d'identifier le besoin de l'entreprise, comment elle va se préparer à l'international. Il y a un certain nombre d'informations, de webinaires, d'informations qu'on va porter à leur attention sur le marché cible, sur la concurrence. Donc, il y a toute cette partie de préparation et de connaissances marché à acquérir et surtout d'identifier les opportunités, les pays qui sont les plus susceptibles, effectivement, de répondre favorablement à leurs produits, à leurs services, à leur expertise. Et donc, une fois qu'on a identifié le potentiel export de l'entreprise, l'idée, c'est de les confronter à des experts métiers. Alors, on va s'appuyer encore une fois sur ce maillage de partenaires à l'international, donc les bureaux Business France qui sont à l'international, mais pour revenir à la région Caraïbes, par exemple, on a aussi le réseau CARICHAM, qui est en fait l'association des chambres de commerce et d'industrie de la Caraïbe, qui réunit aujourd'hui 21 chambres de commerce dans la Caraïbe, qui nous permet aussi de faire le relais au niveau régional. Une fois qu'ils sont confrontés leur idée à un expert métier, donc que ce soit dans les nouvelles technologies, dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques, dans les loisirs, dans la clean tech, parce qu'en fait tout est réparti par secteur d'activité, dans les télécoms en l'occurrence, dans les spiritueux, parce que c'est vrai qu'on a des programmes spéciaux aussi. Là, on va pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire les présenter éventuellement des salons sur lesquels ils vont pouvoir aller, faire des recherches de potentiels acheteurs, de potentiels partenaires. Et c'est là que le volet juridique devient de plus en plus important parce qu'il va falloir forcément s'adapter à d'autres lois, à d'autres façons de faire. Et notre conseil dans la 3e étape, c'est vraiment d'orienter vers les bons partenaires. Donc, ils peuvent être financiers, effectivement. Les bons relais, c'est là qu'on les met en place. Les aider également dans leur développement, même en ressources humaines, parce qu'ils peuvent très bien déployer une filiale, une succursale à l'étranger. Voilà, donc là encore une fois, ils auront besoin de notre aide pour mettre tout cela en place et d'avoir du personnel sur place, donc une ressource humaine. Bien souvent, on leur propose ce qu'on appelle le VIE, donc ça c'est bien cadré, hein, c'est un volontaire international, c'est un jeune de 18 à 28 ans qui va partir pour le compte de l'entreprise pour prospecter les marchés, qui a un profil commercial, voire un peu plus technique, mais qui va être voilà, l'extension de l'entreprise dans le pays cible. Mais encore une fois, toutes ces règles, tous ces projets ne peuvent se faire que si on est bien accompagné et s'il y a un suivi régulier. Donc, c'est un peu mon rôle aujourd'hui au sein de la CCI de faire ce suivi avec les entreprises. Et comme on disait au début, eh bien, en fait, il y a de plus en plus d'entreprises guadeloupéennes qui font ce pari de l'international. Donc, ça laisse présager effectivement une belle activité pour le Centre Caro, une belle activité également pour nos territoires, parce que notre but ultime, vous l'aurez compris, c'est qu'on ait plus d'exportation, plus de valeur ajoutée, un chiffre d'affaires qui grandit, effectivement, et que ça puisse, l'aboutissement c'est ça, permettre aussi l'embauche voilà, de personnes qualifiées qui maîtrisent les langues, qui maîtrisent le bassin dans lequel ils sont, qui maîtrisent la Caraïbe, qui maîtrisent les États-Unis, l'Europe. Donc l'idée, en tout cas, c'est de créer de l'activité, mais aussi des emplois qualifiés sur le territoire. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, je vais vous laisser continuer sur le volet médiation, mais en tous les cas, si vous avez besoin d'informations, nous sommes situés à la CCI des îles de Guadeloupe pour toute information concernant l'international et l'exportation en particulier. Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Raïssa, et évidemment, Denis, pour ces beaux propos plus qu'introductifs, hein, finalement, qui nous permettent déjà de planter un décor ambitieux et assez enthousiasmant, d'après tout ce que je peux entendre. Et donc, on va rentrer maintenant de plein pied dans le centre d'arbitrage Caro. Donc, le centre d'arbitrage Caro qui a lancé ses activités le 27 septembre 2021. Nous sommes là à présent dans les locaux du centre et je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Marie-Camille Piton, je suis avocate de formation. J'ai été conseillée dans une institution d'arbitrage opérant au niveau mondial. Enfin, j'étais responsable d'une région, effectivement plutôt sur l'Afrique francophone et le Moyen-Orient. Mais j'ai appris dans ce contexte, en fait, comment fonctionne de l'intérieur un centre d'arbitrage et cela me permet d'intervenir sur ce projet depuis fin 2017 déjà. Donc, je suis arrivée sur ce projet pour accomplir différentes choses. D'abord, pour déjà analyser un petit peu la situation. Enfin, j'aimais beaucoup l'idée du développement au niveau régional de l'arbitrage, puisque c'était le point de départ. Et puis après, on s'est diversifié avec beaucoup d'autres services, et on va en parler tout à l'heure. Donc l'arbitrage au niveau régional et qui pour moi est extrêmement prometteur parce que ça permet d'avoir une action, je dirais, avec un impact plus important par rapport aux préoccupations de territoires particuliers et dans une perspective en fait plus géographiquement avec une identité une identité particulière, parce que c'est vrai que l'arbitrage tel qu'il est pratiqué dans les institutions dites mondiales, souvent est assez uniforme. Donc c'était un peu le premier enjeu qui m'intéressait. Donc on a cherché un financement pour ce projet, et ce financement a été obtenu grâce à des fonds Interreg. Donc ça, c'était la première étape de ma mission. La deuxième étape, c'était vraiment une étape préparatoire de définir avec d'autres experts, en fait, des services adaptés, en fait, à la région, pas seulement à la région Caraïbes, mais surtout, en fait, à ces acteurs, et donc je vais y revenir. Et puis, aujourd'hui, je suis heureuse que tout cela aboutisse à la création du centre et concrètement à la direction du centre avec toute une équipe dont je vais parler. Donc, l'objectif, là, aujourd'hui, c'est de vous présenter évidemment le centre Caro et les services qu'on propose. Et puis, mais ça, je vais le faire assez rapidement puisque j'ai la chance d'avoir avec moi, en fait, des confrères et consoeurs, Romain Carayol et Elisabeth Calonne et Karine Linon, qui sont médiateurs et arbitres et qui sont, en fait, les pionniers, en quelque sorte, de l'arbitrage et de la médiation en Guadeloupe, puisque c'est grâce à eux que déjà depuis quelques années, la médiation et l'arbitrage trouvent leur place dans la vie des affaires en Guadeloupe et plus généralement aussi dans les Antilles. Et donc, ils vont nous parler très concrètement de ce qu'on peut faire grâce à ces techniques, de toutes les potentialités en fait de cette technique, avec le centre qui arrive en quelque sorte dans un deuxième temps pour faire cette offre de services structurés dans ce contexte. Donc, concernant la présentation du centre Caro, donc je vais vous ennuyer quelques minutes avec un PowerPoint. Voilà, le voici. Donc, alors, voilà. Alors, c'est effectivement, comme le soulignait Denis Le Sueur, c'est un projet pour l'OADAC, c'est un projet d'harmonisation juridique pour 33 pays, ce qui est effectivement un projet ambitieux. 33 pays qui sont marqués par une très importante diversité, à la fois enfin, évidemment linguistique, culturelle, même s'il y a des éléments d'unité qui sont forts par ailleurs. Mais de mon point de vue de juriste, évidemment, ce qui frappe, c'est les différences juridiques, pas seulement dans les législations, mais aussi en fait dans les traditions juridiques, avec des pays de common law, des pays de civil law, et puis aussi, bien évidemment, des identités nationales fortes. Donc, les pays hispaniques sont de culture de civil law, mais entre ces différents pays hispaniques, il y aura encore des différences importantes. Et il est vrai aussi que ce qui est très frappant dans la Caraïbe, c'est que vous avez des territoires extrêmement proches, voire des États qui se partagent des territoires. Et en fait, ces territoires sont un peu aux antipodes l'un de l'autre sur le plan juridique. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer la situation d'un entrepreneur courageux qui souhaiterait traverser les frontières
un entrepreneur dans l'Union en Europe occidentale qui souhaite traverser les frontières, il est dans la zone Union européenne. Ici, il va se retrouver soit dans des pays encore rattachés à la Grande-Bretagne ou d'autres États complètement indépendants qui sont common law mais qui ont un droit spécifique, ou des États, voilà, ou des îles comme Haïti, République dominicaine, qui sont très différentes aussi du point de vue juridique et qui se partagent la même île, etc., etc., etc. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, vous l'avez compris, le projet OHADAC a souhaité harmoniser à un certain niveau des législations, mais on avait aussi besoin d'un outil logistique, en fait, d'un outil qui permette d'assurer une sécurité juridique dans la vie concrète des affaires. C'est-à-dire, que se passe-t-il si, dans le contexte de mes activités à l'étranger, comment je fais face au risque juridique, en fait, qui se traduit par souvent un risque déjà une difficulté parfois à monter le projet, et un risque de contentieux important. Et qui dit contentieux dit évidemment inconnu total, puisque on peut risquer de se faire attraire devant des juridictions qu'on ne connaît pas du tout. Donc, par rapport, déjà, c'est un petit peu le cadre géographique de la mission. Les enjeux spécifiques à la région, c'était effectivement, comme je le disais, proposer des services qui luttent contre cet enclavement, donc liés vraiment aux caractéristiques même de la région. La taille des entreprises qui est très très diverse sur la zone, mais où il y a quand même une majorité de TPE, PME, des secteurs économiques qui sont en fait assez diversifiés, souvent un manque d'accès aux droits en amont, qui fait que l'aspect risque juridique en est encore en quelque sorte amplifié, et puis des moyens financiers limités. Donc il fallait, je dirais, créer des services simples, efficaces, avec d'excellents experts, évidemment, puisqu'on est souvent dans des contextes assez complexes, mais une accessibilité financière. Donc voilà un petit peu pour le défi de départ. Donc au niveau du point d'étape, voilà, comme cela a été souligné, le centre est en fonctionnement à présent. Nous avons un site internet que je vous invite à consulter, bien entendu, avec tous les services qu'on propose, des règlements de procédure pour chaque service, avec des barèmes de frais, donc pour une transparence et une anticipation des coûts. On a également fait de la formation pour faire suite. Déjà, il y a eu des efforts de formation en médiation. On a fait une formation importante à l'arbitrage, auquel d'ailleurs mes consoeurs étaient présentes, ont participé. Le centre Caro a un conseil d'administration qui a une dimension caribéenne, avec Sir Denis Byron, qui est l'ancien président de la Cour caribéenne de justice et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui nous offre une ouverture très forte vers les pays de l'OCO et plus généralement de la zone CARICOM, ainsi qu'un arbitre et médiateur internationalement connu qui est basé au Canada, qui s'appelle Jacques Darche, et Keith Compton, qui est un soutien historique du projet OHADAC, qui est basé à Sainte-Lucie et qui est un ancien consul de Sainte-Lucie pour le DFA. Donc, nous avons aujourd'hui un bureau dans lequel nous sommes à présent, et comme je l'indiquerai, nous allons démarrer des formations à nos services, des formations gratuites bien entendu, auxquelles vous pouvez vous inscrire par email, et toutes nos coordonnées seront communiquées. Elles sont sur les slides et seront aussi communiquées à la fin de cette intervention. Alors, pour parler donc de ce projet qui s'est mis en place, comme vous voyez, on a des partenaires dans la Caraïbe. Notre chef de file, bien entendu, est la CCI des îles de Guadeloupe, l'association ACP Légal et l'association historique qui porte le projet OHADAC et qui met en œuvre toujours le projet OHADAC, qui est toujours présente, avec effectivement tout le travail effectué par Catherine Sargenty, et des partenaires régionaux, voire internationaux, la Chambre de commerce, d'arbitrage et de conciliation d'Haïti, la CCH, la Chambre de commerce de Martinique, très récemment, justement le réseau CARICHAM, Caribbean Chambers of Commerce, qui regroupe une vingtaine de chambres de commerce au niveau caribéen sur des territoires très divers, et aussi récemment l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, donc cette organisation internationale OHADAC qui s'intéresse justement aux propositions un peu nouvelles qu'on peut faire dans le contexte du centre Caro et plus généralement, bien entendu, du projet OHADAC. Donc, pour passer au service, pour faire une entrée en matière, je dirais, sans évidemment déborder sur ce qui va être développé par mes confrères, mais
pour déjà poser un petit peu le décor, puisqu'ici, on parle d'arbitrage et de médiation. Je pense que très souvent, on voit bien ce que peut recouvrir la médiation. L'arbitrage, c'est toujours important d'en donner une définition précise. Donc, l'arbitrage, c'est le fait de faire trancher un différend, non pas par un juge d'une juridiction nationale, qui sont effectivement les juges naturels d'un conflit, mais par un arbitre, qui est une personne privée, qui est généralement un avocat ou un juriste la plupart du temps. Donc, c'est une résolution privée des litiges, c'est-à-dire que vous n'allez pas devant une juridiction, institution publique, vous saisissez un arbitre ou plusieurs arbitres pour qu'ils rendent une sentence qui va trancher votre différend. Donc, on n'est pas dans la discussion, on n'est pas dans la négociation, on est vraiment dans une procédure. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'une sentence, ça a autant d'effets qu'un jugement. Je dirais même plus, parce que sur le plan international, une sentence n'a pas à faire l'objet d'une procédure de reconnaissance. Donc, si vous avez besoin d'un titre exécutoire, mettons dans un contexte international, contre un mauvais payeur, il faut, en utilisant l'arbitrage, vous obtenez une sentence que vous pouvez utiliser exécuter, donc utiliser forcément, dans près de 160 pays au monde, donc sans avoir besoin de faire une procédure de reconnaissance et sans qu'il puisse y avoir d'appel, puisque la plupart des pays au monde se sont engagés à donner cette force obligatoire aux sentences. Donc c'est particulièrement efficace. Et puis ça vous permet aussi d'avoir un expert finalement qui va statuer sur votre litige et qui va pouvoir le faire beaucoup plus rapidement qu'un tribunal. Donc ça, c'est pour l'arbitrage. Alors il faut imaginer que dans un contexte international, comme le disait Raissa, les entreprises je vais voir voilà, sur cette carte, qui vont s'aventurer au-delà de leur territoire, en fait, elles ont deux risques. Le premier, c'est en cas de litige d'être à traite, par exemple, imaginons en République dominicaine ou au Honduras, devant des tribunaux dont elles ne connaissent rien. Donc, elles vont devoir tenter de se défendre, parce que ce qui se passe, c'est que, bon, évidemment, elles n'auront peut-être pas de biens au Honduras, mais elles pourraient imaginer que si un jugement est rendu contre elles, après, la partie immédiatement va essayer d'en obtenir l'exécution sur le territoire où elle est située, où elle a ses biens. Donc ça, c'est l'aspect défensif. Et puis, si on est face à un mauvais payeur et qu'on veut obtenir et qu'on veut recouvrer une dette, qu'on a souffert des dommages importants, c'est aussi assez compliqué d'imaginer de saisir des tribunaux qui ne sont pas situés sur son territoire à soi. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour l'arbitrage, l'aspect sécurité juridique que procure l'arbitrage. Donc la médiation, je ne vais pas m'y attarder. Je pense que l'idée de la médiation, c'est vraiment le processus consensuel, mais comme j'ai beaucoup d'experts de la médiation autour de moi, je ne vais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, c'est l'intervention d'un tiers neutre médiateur pour tenter de surmonter un différend. Mais c'est aussi bien plus que ça. Il y a de l'accompagnement dans la médiation, notamment. Il y a du suivi et ça va faire l'objet des présentations d'aujourd'hui. Nous offrons aussi un service de facilitation qui est en fait de la médiation projet. C'est une forme particulière de médiation qui permet en fait un accompagnement dans le cadre du montage complexe d'un projet pour pouvoir en définir les objectifs et en maîtriser la mise en œuvre. Et puis l'expertise qui permet un accès en fait à une information technique juridique, puisqu'au Centre Caro on nomme en quasi-totalité des experts juridiques. Donc, qui est souvent utilisé en complémentarité avec d'autres services. Imaginez que vous ayez une médiation qui est complexe parce que finalement, il y a une incompréhension de la portée d'une certaine clause d'un contrat de vente. Vous pouvez imaginer un rapport d'expertise qui vienne éclairer un certain nombre de points et débloquer des situations qui, autrement, pourraient glisser en fait vers des contentieux coûteux. Donc l'expertise est comme ça une technique qui permet d'insuffler de l'information technique à caractère juridique. Et ce qu'on aime bien faire au centre aussi, c'est de proposer de combiner des services en fonction de vos besoins, en fonction de vos contraintes de temps, pour vous permettre de sortir de situations complexes avec vos partenaires. Donc, l'avantage du Centre Caro, c'est que
nous vous offrons un cadre en fait très structuré pour ces services de médiation, d'arbitrage, d'expertise, etc. Alors là, je donne l'exemple de l'arbitrage, mais une fois que vous avez décidé d'avoir recours à l'arbitrage, et on va voir comment à la fin de ce webinaire, hein, c'est très important d'avoir des clauses dans les contrats dès le début. Au lieu en cas de litige, de différend, au lieu de communiquer les documents de demande à vos partenaires au contrat, vous allez en fait les communiquer au centre et à partir de ce moment-là, le centre va prendre en charge la communication, l'ouverture de la procédure contre un certain nombre de personnes que vous nommez. Alors c'est pareil pour une médiation, sauf que là vous n'êtes pas forcément opposé, là c'est plutôt le centre qui va contacter les personnes concernées par la médiation pour mettre en place la médiation. Donc qui centralise ces premiers échanges et qui, au regard des observations des diverses personnes concernées, va nommer les bons arbitres, puis ensuite va les laisser organiser la procédure avec les parties. Mais nous, on est toujours là pour contrôler que les coûts sont respectés. On a prévu dans nos barèmes d'honoraires, justement, des honoraires strictement bien définis. Donc, c'est nous qui facturons en fait directement aux parties, non seulement pour nos frais administratifs, mais aussi pour les honoraires de l'arbitre ou du médiateur qui intervient. Donc là-dessus, il y a une anticipation. Et on contrôle les délais, on contrôle l'indépendance et on est effectivement la banque, en quelque sorte, de la procédure. Et in fine, on contrôle aussi, bien sûr, la qualité du processus dans son ensemble. Donc ça, c'est pour, je dirais, la présentation générale du Centre Caro. Donc je vais maintenant me tourner vers mes confrères qui sont ici, donc Karine Limon, Romain Carayol et Elisabeth Calonne. Alors, pour démarrer par Karine Limon, qui est avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy depuis 2002 et plus particulièrement médiatrice depuis 2020. Karine Linon est une personne, je dirais, visionnaire, puisqu'elle a fait en sorte elle a participé en tant que conseil au premier arbitrage qui s'est déroulé sur la base des textes OADAC, qui étaient déjà disponibles avant que le centre soit officiellement ouvert. Et elle a été un petit peu moteur de cette initiative et c'est pour ça que c'était particulièrement important pour moi qu'elle partage cette première expérience dans le cadre de ce webinaire. Donc, je vais lui laisser la parole. Karine. Merci beaucoup, Marie-Camille. Bonsoir à tout le monde. Et vraiment, je suis très ravie de pouvoir effectivement vous raconter cette expérience que j'ai eue en tant qu'avocate qui accompagnait donc un de ses clients dans la toute première procédure d'arbitrage OADAC, avec la réglementation OADAC. Alors, pour vous situer un peu le cadre, il s'agissait tout simplement d'un dossier dans lequel était intervenue une cession d'un fonds de commerce. J'accompagnais le vendeur et l'acheteur voulait une révision du prix de vente pour différentes raisons. Il était prévu dans cet acte de cession de fonds de commerce justement le recours à l'arbitrage et c'est dans ce contexte que nous nous sommes rencontrés pour mettre en place cet arbitrage qui a été d'ailleurs animé, fait par notre excellent confrère Romain Carayol, qui a aussi la qualité d'arbitre et qui est avec nous ce soir. Dans l'acte de cession était prévu ce qu'on appelle une clause compromissoire, c'est-à-dire une clause qui prévoit, en cas de litige concernant la rédaction du contrat, la conclusion du contrat, son exécution, qui prévoit le recours à l'arbitrage. Et le recours à l'arbitrage, se situe dans le recours à l'arbitrage, nous l'avons dans la clause compromissoire, c'est-à-dire avant la naissance du litige. Et il est aussi possible d'avoir recours à l'arbitrage lorsque le litige est déjà né, dans ce qu'on appelle, en rédigeant entre les parties, un compromis d'arbitrage. En tant qu'avocate, je vous recommande de prévoir en amont, dès le départ, avant tout litige, de prévoir dans les actes, dans les contrats, cette fameuse clause compromissoire, parce qu'effectivement, le recours à l'arbitrage présente de nombreux avantages
pour les contractants, les co-contractants. Les avantages du recours à l'arbitrage, tout d'abord, ça leur permet de choisir la loi qui est applicable au fond du litige. Alors, dans notre cas, ce sera la réglementation OADAC, tout simplement. Mais ça leur permet aussi d'avoir une procédure qui est discrète, confidentielle, puisque c'est une procédure qui n'est pas publique. Ça a un certain avantage, notamment en matière de commerce, ce qui permet à certaines entreprises qui ont des litiges, qui rencontrent des difficultés, de ne pas avoir de mauvaise publicité et surtout de ne pas donner de l'information à la concurrence. C'est une procédure qui est également rapide, puisqu'elle s'affranchit des lourdeurs de la justice d'État. C'est-à-dire que dans le cadre de la réglementation OADAC, eh bien, vous avez la mise en place d'un d'un calendrier de procédure. Dès le départ, vous avez la possibilité de prévoir entre les parties les dates auxquelles vous allez vous échanger vos écritures et vos pièces. L'arbitre ou le tribunal, arbitre unique ou le tribunal arbitral, ça dépend de ce qui est stipulé dans la clause d'arbitrage. Eh bien, le tribunal arbitral prévoit dès le départ dans ce qu'on appelle un acte de mission, prévoit la loi qui sera applicable, prévoit le siège dans le lieu où aura lieu l'arbitrage, prévoit ce calendrier de procédure, ce qui permet aux parties d'avoir des dates pour s'échanger leurs écritures et leurs pièces. Il prévoit également une date de clôture de ces échanges et une date de plaidoirie. Donc, dès le départ, dès la première rencontre avec l'arbitre, au moment où les parties vont signer ce fameux acte de mission, eh bien, vous avez une maîtrise de la procédure, vous avez une maîtrise de la durée de cette procédure. Donc, les parties savent exactement combien de temps va durer cette procédure. Ils peuvent également se projeter dans le futur. Généralement, une procédure d'arbitrage dure à peu près entre 3 mois et 6 mois. Ce n'est pas très long. C'est largement différent d'une procédure judiciaire qui peut durer des années. Et les parties maîtrisent surtout, alors le temps, comme je vous l'ai indiqué, mais elles maîtrisent le coût de cette procédure. Puisque, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, Marie-Camille, il y a des tarifs qui sont appliqués par le Centre Caro concernant la rémunération des arbitres. Et les parties maîtrisent également, du coup, les honoraires de leur conseil. Donc, ils ont vraiment une maîtrise de bout en bout de cette procédure d'arbitrage. C'est vraiment, on gagne en termes de rapidité, on gagne en termes d'efficacité. Et lorsque la sentence est rendue par l'arbitre, elle est immédiatement exécutoire et les cas de recours, les cas d'ouverture en appel sont limités. Alors, il n'y a pas d'appel, de l'annulation. De recours, oui. Ouais. L'annulation d'ouverture. Ce qui est drastique et c'est vraiment dans des cas de violation flagrante des règles de procédure, choses. Voilà, compétence des arbitres. Oui, qui n'étaient pas compétents. Il n'y avait pas de clause. Voilà, une sentence contraire à l'ordre public. Exactement. Un problème d'impartialité au niveau. Il n'y a jamais, le grand principe, c'est qu'il n'y a jamais de nouvelles décisions sur le fond. En fait, le juge n'a pas à reconsidérer le raisonnement de l'arbitre. Voilà. S'il y a une violation flagrante et choquante, il peut annuler, mais il peut pas il n'y a pas d'appel en fait de la décision qui a été rendue. En dehors du recours en annulation. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc c'est une procédure vraiment efficace dans tous les sens du terme, confidentielle et très rapide par rapport aux procédures judiciaires que nous connaissons dans notre pays. Un dernier petit point. Lorsque la sentence a été rendue dans le dossier où j'accompagnais le vendeur dans le cadre de cette session de fonds de commerce, eh bien, l'exécution a été spontanée. Donc, vraiment, je vous encourage à prévoir dans vos actes, en amont, cette cause compromissoire, bien qu'il soit tout à fait possible lorsque le litige est déjà né, en convenant avec l'autre partie ce qu'on appelle un compromis d'arbitrage. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Il me semble avoir une main levée. Non.
peut-être pas encore à cette étape. On va peut-être garder les questions éventuellement pour la fin. Donc, merci d'avoir souligné tout cela en pratique. Je pense que rien ne substitue cette expérience. Et le fait que les partis aient exécuté spontanément, c'est quand même très bon signe. Ça veut dire qu'ils ont vraiment adhéré en fait au processus. Et c'était une preuve de confiance pour l'arbitre et puis aussi pour la manière dont les choses ont été menées. Donc merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler de médiation. Il n'y a pas un si grand écart que ça d'ailleurs entre arbitrage et médiation, mais bon, je ne vais pas trop m'avancer sur les développements. Mais en médiation, nous avons avec nous Romain Carayol, qui est avocat au barreau de Paris, qui est médiateur et arbitre, vous l'avez compris, qui est président de la Fédération française des centres de médiation et qui a organisé en Guadeloupe une formation en 2019, je crois, ou 2020, 2019 2018 déjà, à laquelle ont participé effectivement Elisabeth Calonne et Karine Minon. Et il va nous souligner un peu ce caractère polymorphe de la médiation, qui n'est pas toujours peut-être ce qu'elle paraît, ou en tout cas qui peut être utilisé de multiples manières. Voilà, Romain, c'est à toi. Merci Marie-Camille. Est-ce que vous m'entendez? En fait, Le test est bon. Le test est bon. OK. Donc, merci beaucoup Marie-Camille. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour être là de mon point de vue ce soir. Mais vous aussi, c'est presque ce soir là. En Là, Guadeloupe. on y vient, oui. On y vient. C'est ça. Donc, d'être là avec vous ce soir, ça me fait plaisir pour pouvoir échanger avec vous sur arbitrage, médiation et puis surtout sur le carreau, puisque quand on sait d'où le projet part, tel que Denis l'a rappelé tout à l'heure, et tout le travail qui a été fait notamment avec toi, Marie-Camille, et plein d'autres, ça fait plaisir d'être à cette étape de la construction de ce beau projet. Donc, s'agissant de la médiation, oui. La médiation est polymorphe, elle n'est pas incompatible ou contradictoire avec l'arbitrage. Elle peut parfaitement s'inscrire d'ailleurs dans une chaîne en fait de vie d'un dossier, d'une affaire, d'un business en fait entre médiation et arbitrage. Mais c'est pas tant cela que sur lequel je vais insister, parce que ça sera plus dans ta présentation, dans l'élaboration de ce que tu as commencé à présenter entre médiation et arbitrage. Donc la médiation, pourquoi je suis là déjà, peut-être. Moi, je suis médiateur inscrit sur plusieurs listes de cours d'appel, parce que c'est organisé aussi en partie comme ça en France. Donc je suis inscrit. Vous m'entendez? Parce que j'entends un bruit. Vous m'entendez? Oui. OK. Très bien. Oui. Bon, j'ai eu un bruit parasite, pardonnez-moi. Donc, je suis inscrit sur la liste de cours d'appel des médiateurs de Paris, des médiateurs de la cour d'appel de Toulouse et des médiateurs de la cour d'appel de Basse-Terre. C'est le triangle de ma vie, Paris, Toulouse, la Guadeloupe. Et à cet égard, je suis donc venu aussi en Guadeloupe pour faire quelques formations. Et en effet, Karine Linon et Elisabeth Calonne ont participé avec d'autres confrères à cette formation pour être aujourd'hui donc des médiatrices après une formation qui a duré quasiment 18 mois. Donc c'est une longue formation et c'est là où je veux en venir, c'est que la médiation est quelque chose de très structuré en fait, contrairement peut-être aux idées reçues qu'on peut avoir. On peut tous avoir une définition du mot de la médiation, avoir une idée reçue de la médiation. Moi, les copains, quand je commençais à parler de médiation dans mon parcours professionnel, parlaient de méditation ou de connexion au cosmos, de pacificateur, de rencontre de l'autre, de l'humain au cœur de toutes les relations. Et tout ça peut avoir une part de vrai quand on fréquente le monde de la médiation. La façon dont moi je la vis, cette médiation, est une médiation liée au domaine de la vie économique, de la vie des entreprises, parce que l'avocat que je suis depuis maintenant plus de 20 ans, je suis un avocat du commerce, du droit des affaires, des entreprises. Et donc, le médiateur que je suis devenu fait de la médiation dans cet écosystème. Et dans cet écosystème, la médiation, même si la relation humaine est évidemment essentielle, parce que dans toute dimension, il y a une dimension humaine, dans une dimension entrepreneuriale, eh bien, la médiation est un processus extrêmement structuré que je vais vous présenter en quelques mots, et j'insiste aussi sur le recours à des professionnels formés, puisque pour être médiateur, évidemment en France, il n'y a pas de réglementation qui impose de passer par un diplôme pour devenir médiateur. C'est une
peut-être une originalité dans un monde tellement réglementé qu'est celui du monde franco-français et voire européen. Eh bien, pour la médiation, ce n'est pas le cas. Et pour autant, j'insiste, pour être médiateur, il faut être formé, puisqu'il y a un processus structuré qu'il faut suivre. Et un médiateur et une médiatrice doivent connaître ce processus pour accompagner utilement les personnes morales ou personnes physiques qui viennent le voir pour trouver une solution, quelle que soit la façon dont on mène la médiation. Et je reviendrai sur la façon dont la médiation peut s'inscrire dans différentes vies composantes d'une entreprise, d'une économie. Alors, la médiation a de cela de particulier d'être donc un processus extrêmement structuré, j'insiste sur ces mots, avec une déontologie. Donc, je pourrais vous parler de la philosophie de la médiation, mais ce n'est pas le cadre aujourd'hui. Mais en revanche, ce sur quoi je veux insister, c'est la posture du médiateur, mais la posture du médiateur s'inscrit dans une déontologie forte. Alors, ce qui est celle du médiateur qui est correctement formé, pour dire les choses comme cela, et aussi du médiateur qui travaille dans le cadre d'un centre comme celui du Carreau, puisqu'il y a des chartes déontologiques qui sont généralement établies, et c'est le cas du Carreau, avec le suivi d'un processus normé, avec un référentiel déontologique internationalement reconnu. Et donc, le médiateur qui travaille avec un centre doit répondre à cette déontologie telle qu'elle est prescrite par le centre, et inversement, le centre fait appel à des médiateurs qui sont formés déontologiquement, qui appliquent ce référentiel international et européen. Voilà, donc sur la déontologie, un médiateur doit être indépendant, neutre et impartial. Ça, c'est les grands principes sur lesquels je ne vais pas ici davantage faire de développement, mais c'est très important pour bien comprendre le rôle d'un médiateur. Il est là pour bien comprendre les situations qui lui sont proposées, qui sont soumises, pour accompagner dans tout type de situation vers des solutions qui soient adaptées aux intérêts et aux besoins des entités et des personnes physiques ou morales. Et il y a donc trois choses sur lesquelles je voudrais insister avant d'arriver sur l'écosystème dans lequel on peut déployer, développer la médiation utilement au service des acteurs socio-économiques. Le premier sujet, c'est celui qui est un point commun d'ailleurs avec l'arbitrage, c'est celui de la confidentialité. Dès lors qu'on va en médiation, quelle que soit la typologie de la médiation, eh bien, on s'engage dans un processus qui est confidentiel. Alors ça peut poser des interdits, mais c'est pas comme ça que j'aime le présenter, parce que ça c'est l'aspect un peu négatif, parce que la médiation, comme l'arbitrage aussi, je trouve d'ailleurs, dans une certaine façon, la médiation doit permettre aux partis, aux entreprises, aux acteurs qui vont dans ce processus de se lancer dans un processus où en fait on va privilégier la bonne intelligence des partis et la responsabilité des partis. C'est en ce sens que je fais la connexion avec l'arbitrage aussi, parce que c'est du contractuel, c'est de l'engagement. On va dans ce processus parce qu'on souhaite mettre en avant plus du jus de cerveau, en fait, pour mettre en connexion ces cerveaux pour essayer de parvenir à un accord ensemble. Donc c'est vraiment la mise en avant de la responsabilité, de la négociation, qui n'empêche pas des rapports de force dans la médiation, comme dans l'arbitrage d'ailleurs, mais vraiment c'est la responsabilité. Et la confidentialité, comme dans une certaine façon l'arbitrage aussi. Donc la confidentialité en médiation permet justement de pouvoir échanger, de construire des solutions, de construire des projets communs sous couvert de cette confidentialité. On peut tout se dire en médiation, en intelligence, on peut couvrir des secrets de fabrique, on peut éviter qu'il y ait de la compétition concurrentielle ou de l'organiser. Je ne dis pas de faire des choses illégales, bien évidemment, mais de mettre en place des choses en bonne intelligence. Et la confidentialité dont le médiateur est le garant et dont le centre est également le garant. Cette confidentialité permet de créer les bonnes énergies pour que les chefs d'entreprise, les chefs de département, les directeurs, quels que soient les services qui se retrouvent autour d'une table numérique ou en vrai, en chair, en os, puissent discuter concrètement et en sécurité avec le médiateur. Et le médiateur sera là pour accompagner vers une ou des solutions pragmatiques, et j'insiste aussi sur l'aspect pragmatique du travail d'un médiateur. Donc ça, c'est sur l'aspect de la confidentialité. Le deuxième point sur lequel je voulais insister aussi, c'est un des éléments, vous m'entendez toujours, parce que là je vois qu'il y a un... Oui, c'est bon. Merci Sandrine. Donc il y a un autre point sur lequel je voulais insister, c'est le deuxième sujet du temps. Et le temps, comme pour l'arbitrage, en fait, c'est ça qui est intéressant dans la médiation comme l'arbitrage, c'est la maîtrise du temps.
À la différence de lorsqu'on saisit un juge ou on a un paramètre qui est très aléatoire qu'on ne maîtrise pas, et bien là, en médiation comme en arbitrage, on maîtrise le temps de la médiation. Lorsqu'on s'engage en médiation, c'est du conventionnel aussi, soit à travers le centre, le carreau, ou avec un médiateur, on fixe les règles temporelles, c'est-à-dire combien de temps on va en médiation, on peut le fixer, c'est de date à date, et à chaque fois, on discute en fait de la pertinence de maintenir l'outil de la médiation tant qu'on n'a pas trouvé soit de solution, soit on peut considérer qu'on est arrivé à telle étape, à l'objectif qu'on voulait atteindre en commun. Donc le temps est maîtrisé, c'est du conventionnel et c'est inscrit. Ça, c'est très important aussi parce que ça permet de donner de la projection et de la dynamique dans le travail qu'on fait ensemble à travers la médiation. Et le dernier sujet, avant de passer sur les illustrations un peu concrètes, ça sera très rapide, les illustrations, c'est pour vous dire comment on peut développer concrètement de l'activité de médiation utile au secteur social et économique. Eh bien, le dernier élément, c'est celui de la maîtrise du coût. Alors, évidemment, mon propos ne va pas interférer ou compléter quoi que ce soit de ce qu'est la politique tarifaire de Carreau, parce que la maîtrise, évidemment, du coût avec le centre, c'est établi avec des tarifs. Mais c'est très important aussi de vous dire que ça rentre aussi dans l'aspect déontologique de l'action liée soit à un centre, soit à un médiateur, c'est-à-dire d'avoir un œil aussi rivé sur le compteur honoraire, facturation, parce que les chefs d'entreprise, tous les acteurs économiques veulent savoir s'ils mettent de l'argent dans un outil, combien et pour quel avantage. Eh bien, la médiation aussi permet, et le médiateur en est le responsable aussi avec le centre en appui, de voir combien ça coûte et le temps qu'on y consacre et d'en parler clairement avec les acteurs. Donc ça, c'est encore une fois une approche que j'apprécie en médiation parce qu'on se dit les choses de manière pragmatique et on sait combien ça coûte généralement. Et le dernier, après vous avoir parlé de médiation de manière générale avec les grands principes directeurs en quelques minutes, concrètement, la médiation aussi, en fait, Marie-Camille vous a présenté 2 items. Il y a la facilitation, je crois que c'est ça que tu as dit, Marie-Camille, dans tes slides, c'est ça, la facilitation et la médiation. Eh bien, ces 2 items, en fait, peuvent rentrer dans la même famille, en fait, de la médiation. Parce que communément, c'est vrai que si on devait échanger entre les uns et les autres, je ne vous connais pas tous, évidemment, la médiation s'inscrit généralement dans le règlement du litige. C'est comme ça qu'on perçoit souvent la médiation. Alors que la médiation, dans ma pratique d'ailleurs et dans le déploiement de cet outil-là, n'est pas seulement là pour régler un litige, c'est-à-dire pas que ce litige soit en germe, c'est-à-dire sans que le juge ou l'arbitre soit saisi, ou lorsque le juge ou l'arbitre est saisi, la médiation, dans notre conception à tous, je pense qu'on comprendra que la médiation peut s'y mettre. Mais la médiation, elle peut être dans toute typologie de projet. Par exemple, il y a des associés qui commencent à se friter, il y a une transmission générationnelle qui se met mal en place, eh bien, il peut y avoir de la médiation alors qu'il n'y a aucun juge qui soit saisi. Ça peut être aussi l'occasion, une médiation, justement, dans un dialogue à rétablir entre des associés, par la confidentialité, de sortir cette problématique qui va poser des questions managériales dans l'entreprise, de sortir cette problématique-là pour la mettre dans la médiation et à l'abri du regard de tout le monde, puisque les directeurs, les autres associés ne sont pas nécessairement informés de bisbilles entre quelques associés. Ça peut être aussi un accompagnement de projet dans une entreprise qui a comment dire, pas une problématique, d'ailleurs c'est un sujet de transition numérique, générationnelle, d'outils, de produits, de matières premières. Eh bien, ça s'inscrit dans une dimension que je pense que tous les chefs d'entreprise qui écoutent ce que je suis en train de dire comprendront. Ça s'inscrit dans la dimension de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises. Trop souvent, la RSE est circonscrite à ce qu'on qualifie, juste titre, de la relation inter-entreprise entre les services, entre les salariés, entre les employés, entre les directions. Ce qui est juste, c'est très juste, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la RSE est aussi une responsabilité sociale de l'entreprise à s'inscrire dans son environnement, évidemment tous conscience. Eh bien, la médiation peut être un outil aussi d'anticipation pour poser en fait des sujets de management économique, entrepreneurial, de développement business. Et la médiation a sa place aussi pour accompagner vers des projets. Et c'est pour ça que la facilitation, pour moi, ce que tu disais tout à l'heure, Marie-Camille, c'est aussi de la médiation. Globalement, on fait de la facilitation quand on est médiateur. Et quand on est médiateur, évidemment, on vient aussi essayer de trouver des solutions à un litige.
mais c'est pour dire que la dimension de la médiation est une dimension vraiment positive qui vient créer les bonnes synergies pour que en fait le business fonctionne. C'est assez simple dans la dimension qui est la mienne. C'est ça qu'il faut créer les bonnes conditions vertueuses pour que le business fonctionne. Voilà, si, je peux donner d'autres exemples, mais après je me mets à disposition de tous s'il y a des questions, avec plaisir. Moi, je ne t'entends pas. Moi, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. C'est effectivement très, très juste. La médiation, c'est aussi pour construire, c'est aussi pour consolider, pour tirer la meilleure valeur ajoutée finalement d'une entreprise commune, et puis dénouer des liens, parfois de manière, parfois en tout petit comité, voire en comité plus large. Et c'est aussi ça qui fait un peu la beauté de la médiation, parce que le médiateur doit toujours être extrêmement flexible et capable de gérer toutes sortes de situations. Alors, je vais laisser Elisabeth Callon, en fait, compléter ces développements, puisque Elisabeth Callon, comme je l'ai indiqué, est avocate également au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et elle est médiatrice, voilà, également suite à la formation dispensée. Et elle va nous indiquer très, très concrètement voilà, les enjeux qui sont soulevés par la mise en œuvre de la médiation dans le contexte de sa pratique en Guadeloupe et puis un petit peu au-delà aussi. Je t'en prie, Elisabeth. Bonsoir tout le monde. En fait, je vais surtout axer mon propos sur le rôle de l'avocat médiateur. C'est-à-dire qu'il y a le médiateur, comme a indiqué Romain, c'est-à-dire qu'il s'agit du facilitateur, mais comment pourrait intervenir un avocat qui accompagne une entreprise dans le cadre de son développement. C'est-à-dire que cette entreprise a un projet, ou alors il se trouve confronté, comme a indiqué Romain, à une difficulté de dialogue entre associés, soit pour résoudre un conflit extérieur, c'est-à-dire que trouver une stratégie pour régler un conflit pour la société, mais qui implique un règlement interne entre les associés. Il y a également la difficulté lorsqu'on a une entreprise où il y a un manque de dialogue sur la transmission de l'entreprise. Donc, on sent que le chef d'entreprise, petit à petit, est en train de vouloir changer d'horizon pour sa propre activité personnelle parce qu'il a d'autres projets, mais il est quand même obligé de continuer à tenir une entreprise et il ne sait pas comment faire pour trouver des solutions pour sa transmission d'entreprise. Et souvent, les chefs d'entreprise travaillent seuls, ils sont confrontés avec leurs conflits et ils pensent que l'avocat est d'abord celui qui va régler le conflit quand le conflit va naître. Mais l'intérêt, c'est que l'avocat du chef d'entreprise, l'avocat qui connaît l'activité de son entreprise, que ce soit pour les projets, les relations entre associés, les relations avec le personnel, les relations avec les partenaires, est en mesure d'inciter, d'accompagner, d'aider l'entreprise à pouvoir aborder le tournant d'une médiation. Alors, j'ai surtout en réalité une grande expérience à ce niveau, puisqu'au départ, mon activité principale en tant qu'accompagnateur des chefs d'entreprise a d'abord été du contentieux. Donc, j'arrive et je fais en sorte que, enfin, j'essaie de faire en sorte que les différents chefs d'entreprise glissent de réflexe. J'ai un contentieux, j'ai un conflit, quel qu'il soit, pour aller directement devant le tribunal, pour glisser en réalité vers l'idée qu'il vaut mieux commencer par anticiper, passer par la médiation, avoir un contact avec le médiateur. Et donc, on a un double facilitateur, le facilitateur du médiateur pendant la tenue de la médiation, mais on a le facilitateur en amont, qui est l'avocat qui accompagne le chef d'entreprise, met en place les conditions d'écoute et de compréhension de l'intérêt de la médiation, avec, comme disait Romain, l'idée maîtrise du temps, maîtrise d'argent, maîtrise de l'objet. Quel est l'objectif? Pourquoi? Le temps, eh bien, quelle est la durée dans laquelle je veux me consacrer pour atteindre l'objectif visé? Et l'argent, évidemment, quel est le coût? Alors, l'intérêt de Caro, c'est que ça va aider, premièrement, à trouver le médiateur, mais aussi à permettre à l'avocat d'avoir ce soutien dans un cadre organisé, préétabli et préorganisé pour accompagner de concert
le chef d'entreprise dans une médiation structurée, puisqu'une médiation n'est qu'une formule de structuration du dialogue, de structuration de la recherche du projet, de la structuration pour permettre au chef d'entreprise d'avoir une vision claire de ce qu'il fait aujourd'hui, mais de ce qu'il doit faire pour demain. Voilà, ce sera ça mon propos. Merci beaucoup pour ce beau propos, Elisabeth. Alors, j'espère que la plupart des personnes sont convaincues, mais dans tous les cas, on n'a pas encore abordé la question, effectivement, comment accéder à tout cela. Et c'est pour ça qu'il faut que je partage avec vous les clauses qui permettent, non pas magiquement, mais de manière tout à fait rationnelle, d'accéder au service du centre, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si j'ai réussi à partager. C'était effectivement affiché, mais ça ne l'est plus. Ah, pardon, alors, je dois revenir. Alors, je recommence. Donc, les clauses. Voilà. Donc, comment accéder à nos services? Donc, c'est toujours une affaire de consensus, évidemment, entre les personnes qui sont impliquées dans une relation juridique, qu'elles soient dans la construction ou qu'elles soient dans le conflit. Mais il est vrai que, donc, il est toujours temps, je dirais, même quand on n'a pas prévu de clause, de venir vers le centre, à condition qu'on soit d'accord pour le saisir pour un service particulier. Donc, il y a toujours cette possibilité d'accord qui doit revêtir certaines formes pour l'arbitrage, sous forme d'un compromis dont nous avons des modèles. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Par contre, c'est un petit peu dangereux parce que dans un certain nombre de cas, et surtout lorsqu'il y a conflit, il est certain que quand il y a conflit, on ne s'entend plus sur rien et c'est assez rare en réalité qu'il y ait des compromis d'arbitrage. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de mettre dans les contrats des clauses de médiation ou des clauses d'arbitrage que je vais vous communiquer, voilà. Donc et qu'on a et qui sont disponibles dans nos brochures. Donc on vous les communiquera aussi avec grand plaisir si vous nous contactez à notre adresse email. Vous avez d'abord la clause d'arbitrage type carreau qui vous permet donc de soustraire un litige potentiel à la compétence des tribunaux nationaux et qui vous permet après, qui vous donne la possibilité d'amener le litige devant le centre carreau, et puis ça empêche aussi l'autre partie de l'amener devant un tribunal, parce que s'il le fait, ce tribunal ne va pas se reconnaître compétent, en fait, puisque la plupart des pays dans le monde reconnaissent l'efficacité de l'arbitrage. Vous avez des clauses d'arbitrage avec médiation obligatoire, comme le soulignait Romain, donc ça oblige à un premier temps, là on est vraiment dans un contexte de conflit, hein, un premier temps de médiation pour donner la chance à un accord. Et puis en cas d'échec constaté, l'arbitrage est possible. Des clauses de médiation simples qui, si vous les introduisez dans le contrat et en cas d'échec, en fait, elles, pour le coup, ne font pas échec à la compétence des tribunaux, mais ça peut être un choix. Et des clauses d'expertise qui permettent, en cas de différend aussi, parce que dans certains cas, l'expertise est considérée comme un substitut à la médiation ou à l'arbitrage, si on sait, par exemple, qu'il risque d'y avoir un conflit sur un point bien cerné. Donc, on se dit que dans ce cas-là, un rapport d'expert pourrait permettre, en fait, de dénouer les choses. L'expertise, c'est aussi, comme je le disais souvent, un complément, en fait, à la médiation et l'arbitrage. Donc, ces clauses sont surtout importantes, je dirais, vraiment dans la perspective d'un conflit et pour sécuriser le conflit. Quand vous êtes en amont dans la construction, c'est toujours bien d'avoir une clause parce que ça permet plus naturellement de mettre les choses sur le tapis, mais c'est aussi facile à cette étape, en fait, de décider ensemble de saisir le centre pour avoir une sorte d'accompagnement. Donc, les prochaines étapes, évidemment, comme je l'ai indiqué, on propose maintenant des formations à nos services très pratiques pour vous indiquer comment remplir une requête de médiation, comment remplir une requête d'arbitrage, de quelle manière pratique, autour de petits exemples, utiliser nos services. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour vous inscrire. On va aussi organiser la date prévisionnelle et la semaine du 4 avril, mais organiser des manifestations autour de la médiation avec différents événements. Donc, encore une fois, on se permettra peut-être de retenir les adresses des personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour les ajouter à notre mail list. Et il y aura aussi des permanences de médiation gratuites
à la CCIG, auquel, sans prendre trop de risques, je pense, je peux dire que Karine et Elisabeth seront présentes. Donc, vous pourrez aussi venir voilà, essayer ces techniques-là. On a vraiment au centre une approche pratique. On veut avoir un impact positif avant tout sur l'activité des entreprises. Donc, effectivement, la sécurité juridique ne devrait jamais être un luxe. On espère qu'on va pouvoir vous prouver très concrètement que c'est possible. Et bien entendu, on vous remercie de votre attention. Alors, place aux questions peut-être. Marie-Camille, je voudrais savoir si les clauses d'arbitrage, non, plutôt les clauses de médiation suspendent la prescription. Ah, alors, tout dépend évidemment des juridictions. Romain, tu as peut-être un avis éclairé là-dessus? C'est le moment où on signe. Oui, en fait, les clauses, la prescription. La clause. Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Bon, si je comprends bien la question, c'est est-ce que la clause en elle-même, par sa seule existence dans un contrat suspend? La réponse est non, mais le recours à la médiation en application d'une clause, oui. C'est ça. Donc ça suspend. Sans clause, par contre, non. Oui, donc ça suspend. Si c'est ça la question, ça suspend, oui. La notion de suspension, elle est prévue par le Code de procédure civile. Et c'est la suspension, c'est une suspension, c'est pas une interruption. Non, Donc, c'est une suspension pendant la période de médiation. Voilà. C'est Et ça, donc, c'est ça. point de départ de suspension, si on est dans le cadre d'un litige qui est soumis à prescription particulière, c'est à la compter de la signature de la convention de médiation conventionnelle. C'est ça. Et si c'est une médiation judiciaire, c'est à compter de la décision de justice ordonnant la médiation. Pas forcément. Avec une petite particularité sur ce régime-là, mais c'est une particularité française par rapport au code. C'est-à-dire que imaginez que vous avez une prescription qui peut tomber un mois après le moment où vous constatez l'existence de cette prescription. Eh bien, rentrer en médiation aurait l'effet suivant. On rentre en médiation, on fait la médiation pendant les 6 mois. L'entrée en médiation avec les précisions juridiques faites par Elisabeth qui sont justes, donc ça suspend la médiation, la prescription. Vous faites la médiation pendant quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Vous ressortez de la médiation malheureusement sans accord. À ce moment-là, il y a un délai qui commence à courir qui est minimum de 6 mois. C'est une particularité parce que ça fait gagner du temps dans l'hypothèse où on est en limite de prescription. Ça peut être intéressant, même stratégiquement, de garder du temps, en fait, se donner un peu de respiration dans un échange commercial et économique, enfin, quel qu'il soit, ça peut avoir un intérêt pour des acteurs économiques. Par contre, ce n'est pas le cas pour la convention d'arbitre. Non. Non, bah non. Enfin, avec la prescription, ouais. C'est-à-dire que merde, parce que comme tu la signes, tu interromps les prescriptions par l'assignation. Alors que la saisie de l'arbitre n'interrompt pas forcément une prescription. Non, mais c'est une action en justice. Oui, mais à quel moment? C'est-à-dire que les délais ne sont pas tout à fait les mêmes. Ah oui, je comprends. Et les points de départ. Donc ça, ce sont des techniques, mais donc il faut être conscient. Mais l'intérêt de la médiation aussi, c'est surtout de voir que la médiation n'est pas seulement le règlement d'un conflit. Oui, C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre l'existence qu'un différend devienne quasiment inexplicable et qu'on ait envie plutôt d'imposer un point de vue que de rechercher une solution. C'est vraiment lorsqu'on sent qu'il y a un malentendu, il y a des difficultés de dialogue, que les termes utilisés, les mots utilisés ne sont pas compris, ne sont pas entendus, qu'on remonte. Alors, comme disait Romain, bon, l'humain ne fait pas tout, mais les entreprises, c'est d'abord de l'humanité, c'est d'abord que ce sont des gens, hein, et donc les gens sont sujets à l'émotion. C'est toujours tout ça, moi ça me surprend souvent de voir qu'une personne morale peut avoir des comportements d'être humain, c'est-à-dire ils se vengent, ils règlent des problèmes, ils sont pas contents, ils sont en colère, etc., etc. Et ce sont ces éléments émotionnels qui empêchent parfois d'être en mesure de trouver des solutions pour les besoins de l'entreprise et de la survie de l'entreprise. Et donc, la médiation permet d'écarter tout l'aspect émotionnel et pour rester sur l'objectif final qui est la vie des affaires et le business. Oui, absolument. Et c'est pour ça aussi qu'on peut prévoir des sortes de forfaits de médiation à un moment donné pour les entreprises de se dire
au lieu d'attendre, voilà, d'être dans cette situation inextricable, je me dis que je vais utiliser la médiation comme une sorte de point régulier. Par exemple, une fois par mois, j'achète à l'avance 5 heures, 10 heures de médiation. Je sais que j'aurai toujours la même personne et que chaque mois, eh ben, on essaye en fait de faire toutes les 6 semaines ou intervalles réguliers, de faire un point sur l'avancée d'une relation commerciale particulière ou de la vie d'une entreprise pour éviter d'en arriver à des situations trop inextricables. Mais il faut l'accord des deux parties. Oui. Alors, oui. Et puis, même s'il est là et qu'à un moment, il y en a un qui ne veut plus, enfin, évidemment, la médiation reste possible, mais il faut que ce soit une démarche, en fait, qu'on intègre dans son mode de fonctionnement. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais souvent, ceux qui disent je vais en médiation, ça va durer qu'1 heure parce que j'ai déjà tout dit, ils redemandent, hein, parce qu'ils se rendent compte que, comme on disait, ce n'est pas simplement de discuter face à face. Il y a un facilitateur, il y a un professionnel qui aide à la formulation, à la compréhension, à l'écoute. De la méthode, de la méthode, de la méthode. Bonjour, j'aurais une question en tant qu'entrepreneur. Donc, on a créé une entreprise, allez, c'est une jeune entreprise, une start-up, nous on est en Martinique, et notre clientèle est composée surtout de grands groupes. Donc, pour l'instant, on a quelque chose d'assez innovant, et donc ces grands groupes nous orientent sur des proof of concept, donc des POC, enfin des projets qui tendent à prouver qu'il y a justement du business, qu'on peut travailler ensemble. Et derrière, notre solution sur le long terme, c'est de travailler avec des contrats annuels, ce genre de choses. Nos prospects clients sont des groupes hôteliers qui sont placés un petit peu partout dans le Caraïbe. J'aurais voulu savoir, selon vous, est-ce que c'est, comme vous avez expliqué que bon, les médiations pouvaient être envisagées en amont des litiges, est-ce que selon vous, c'est rassurant que la start-up débute les discussions autour d'un contrat commercial avec un grand groupe, justement en amenant ce sujet de médiation? Je ne vois pas pourquoi ce serait pas rassurant, non? J'aime tellement la question. J'aime tellement la question. Ah ouais, j'en ai rêvé. J'en ai tellement rêvé cette question, c'est merveilleux. Hein, Elisabeth Ah oui, et Karine? Merci de poser cette question-là parce que c'est exactement ce à quoi nous pouvons tous aspirer comme acteurs économiques, quelle que soit la place que l'on est. Et donc, en tant que médiateur, évidemment, mais c'était plus de l'incantation pendant des années. Là, ce que vous êtes en train de traduire concrètement alors, quand je suis avocat, c'est de dire que quand je suis avocat, que je rédige un contrat ou un acte juridique, de mettre une clause de médiation dans ce contrat, ce n'est pas seulement de mettre un outil dans le contrat, c'est de dire je vais toujours prioriser le dialogue, c'est mon état d'esprit dans ma relation avec mon partenaire économique. C'est ça que je veux dans ma relation, je veux être pris au sérieux comme étant un responsable d'égal à égal avec mon contractant. Enfin, en tout cas, Valentin, c'est comme ça que je comprends votre question, ou peut-être que j'ai envie de la comprendre, mais c'est exactement ça, en fait. Je trouve que ça donne du sérieux à la démarche et de l'équilibre. Ok. Oui, c'est une question qu'on se pose. On sait qu'on va travailler avec des entreprises qui sont excellentes et qui ont ce niveau de professionnalisme. Donc, on pense que juridiquement, on doit être prêt et que d'un point de vue relationnel, on doit être également disponible. Enfin, c'est ce qu'une start-up peut apporter à un grand groupe. Et ça permet de clarifier. Oui, Elisabeth. Cela permet de clarifier les termes que vous allez utiliser et de ne pas être sur des croyances. C'est-à-dire le gros problème en business, et notamment en business lorsqu'on est dans des cultures différentes, c'est qu'on part sur des croyances. On croit que l'autre dit quelque chose parce qu'on part de sa propre culture. Et en réalité, parfois, il peut y avoir des énormes malentendus. L'idée, c'est justement d'éliminer ça et de rester vraiment sur le sens des mots et non pas sur les croyances. Oui, et puis vous avez évidemment sans doute les reins moins solides si jamais les choses venaient à s'envenimer et vous avez tout intérêt à faire en sorte que le processus soit fluide pour éviter, c'est malentendu. Avec le dialogue, le reste du dialogue en permanence. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, bon ok. Merci en tout cas pour votre retour, enfin vos retours.
Et n'hésitez pas, évidemment, aussi à demander des rendez-vous auprès de nous, hein. On est là pour vous conseiller. Donc, l'idée, c'est pas de dire qu'on termine le webinaire et puis que voilà. Mais on est là pour répondre à vos questions, vraiment pour vous aiguiller. D'autres questions de rêve, peut-être, là, ce soir, puisque les personnes sont très inspirées. Moi, c'est pas réellement une question. On avait déjà travaillé en amont avec Karine et Sandrine le projet de médiation. Malheureusement, je trouve que ça traîne à se mettre en place, en tout cas au niveau de nos tribunaux et particulièrement des tribunaux de prud'homme, puisque j'y suis bien ancré. Par contre, l'ouverture sur tous les territoires proches et toutes nos îles de la Caraïbe, avec lesquelles nos entreprises travaillent, que ce soit Saint-Martin, puisqu'on a double nationalité sur notre île, et puis les îles d'Anguilla, Saint-Barth, Saint-Marthe et ainsi de suite, qui ont tous des contenus législatifs très différents des nôtres. Soit ils sont même peut-être en PTOM, nous sommes en RUP, et ainsi de suite. Oui. Donc, quelque part, cette nécessité d'avoir une sécurité au-dessus de la tête en permettant d'avoir cette médiation, cette clause de médiation dans nos contrats est importante à mon avis. En tout cas, moi, je vais la pousser à ce qu'elle soit mise en place dans le nombre de dossiers qu'on peut travailler. Ah bah écoutez, c'est extraordinaire. Continuons la conversation. C'est super. Merci. Et en dehors des clauses, vous pouvez avoir affaire à la médiation, c'est-à-dire que vous avez le contrat ne comprend pas, comme tout à l'heure pour l'arbitrage, c'est-à-dire que vous avez le compromis d'arbitrage, c'est-à-dire de dire en cours d'exécution de contrat, je vais avoir recours à l'arbitrage, alors même qu'il n'y a pas de clause compromissoire. Alors, compris, en fait, je vais avoir recours à l'arbitrage. Et ça, en général, c'est quand les deux ont intérêt à ce que le conflit, quand les deux ont des demandes. Quand il y en a qu'un qui a des demandes et qu'il n'y a pas de clause, l'autre n'a pas intérêt à se dire on va aller à l'arbitrage, parce que du coup, je vais me faire condamner plus vite. Mais quand effectivement... Voilà, il va traîner les pieds, il va dire bah, tant mieux si la juridiction X est saisie et qu'on ne s'en sort pas. Mais effectivement, quand les deux ont intérêt, ils peuvent avoir un instant de lucidité, peut-être avec l'aide d'un médiateur. Le centre carreau, parfois, peut intervenir et dire bah, discutons. Et puis se dire bah, en fait, on aurait tout intérêt dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, d'avoir une solution. Comme ça, nous, on peut repartir dans nos activités respectives. Et on arrête d'avoir ce coût permanent du contentieux. Mais si ce n'est pas prévu initialement, le fait d'accord des deux, une fois que le litige est lancé, on n'y arrive pas, c'est clair. Une fois que le litige est lancé, c'est difficile de se mettre sur à deux autour de la table. Il y a un compromis d'arbitrage, j'ai des modèles, je peux vous les adresser. Surtout s'il est inclus dans la condition première, initialement. Alors, si la clause est dans le contrat, c'est la situation la plus naturelle, il n'y a pas de souci. Mais si elle n'y est pas, les deux, en fait, on va signer comme une espèce de nouvelle convention sur la manière dont le litige va être traité. Et en signant ce compromis d'arbitrage, en identifiant bien précisément le litige, et ben, en fait, on peut le dérober à la compétence des tribunaux et l'amener devant l'arbitre. Donc ça, il y a des modèles, c'est des conventions, en fait, des contrats. Donc on a un modèle OADAC que je serais heureuse de circuler. Et ça, c'est reconnu. Voilà, il y a quelques conditions à respecter, mais c'est tout à fait possible. Alors, merci. Un des avantages d'avoir une clause compromissoire prévue dans le contrat, c'est que aucune des parties ne peut saisir le tribunal sans avoir eu recours à la procédure d'arbitrage. Voilà, en fait, c'est-à-dire que le tribunal, dans la plupart des pays qui reconnaissent l'efficacité de l'arbitrage, doit se déclarer incompétent. Tout à fait. Et puis il le sera toujours, pour le coup. C'est une précision importante. Oui, c'est l'effet négatif, en fait, de la clause. L'effet positif, c'est qu'on peut saisir l'arbitre. Et l'effet négatif, c'est que les tribunaux nationaux ne sont plus compétents. Donc, il y a quelques États voyous, entre guillemets, dans le monde, mais pas tellement dans la Caraïbe. Mais voilà, encore une fois, il y a plus de 160 pays dans le monde reconnaissent cela. Ce n'est pas assez connu, il faut le répéter. Mais ça fonctionne très bien. Mais Michel, moi, ce que j'ai retenu par rapport à tout ce qui vient de nous être exposé, c'est surtout que par opposition à des médiateurs qui sont inscrits
par exemple à la cour d'appel, et qui ne sont pas dans le centre carreau, c'est qu'ils sont en live. Alors que le centre carreau te donne un cadre de fonctionnement, contrôle les médiateurs, contrôle les prix des médiateurs, contrôle leurs procédures, contrôle leur manière de faire les choses. Et moi, c'est ça que je retiens. Parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec un médiateur. Et donc, ça, c'est ce qui m'a rassurée. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une autorité de tutelle. Une autorité de tutelle, des règles qui sont préétablies et qui permettent de... Il y a une ossature solide. Ah, clairement. D'accord. Oui, merci Sandrine de souligner ça parce que c'est très important. Alors, et je dirais presque surtout en arbitrage, parce que c'est vrai que la médiation, on peut avoir une mauvaise expérience, pas forcément tout à fait dramatique. On se dit, bon, peut-être la prochaine fois, on fera autrement. Mais l'arbitrage, si vous êtes enfermé dans une procédure qui vous convient pas, et qu'en plus, c'est l'arbitre qui vous fait des appels de fond, vous êtes un peu coincé parce que vous savez qu'à un moment donné, il va rendre une sentence, qu'elle va être exécutoire contre vous, à peu près n'importe où dans le monde, et que vous êtes là à payer avec quelqu'un qui est lent, avec quelqu'un qui ne percute pas, et parfois vraiment les choses peuvent mal se passer. C'est pour ça que vraiment pour ce qui est de l'arbitrage, moi j'encourage vraiment l'institutionnel, sauf pour les parties qui utilisent tout le temps l'arbitrage et qui savent très bien ce qu'elles font et qui connaissent les personnes, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Donc merci d'avoir souligné ça, effectivement. Voilà, écoutez, c'est peut-être... merci pour la richesse de ces discussions. S'il n'y a plus de questions, on va vous dire au revoir. Mais à bientôt. Pour continuer. Et donc, je me permettrai d'écrire aux participants pour leur envoyer notre brochure. N'hésitez pas à consulter notre Avec plaisir. Et on est à votre disposition, voilà, en rendez-vous individuel, et puis pour des formations et pour tous les événements qui vont avoir lieu cette année. Monsieur Carayol, je vais juste prendre la parole un peu en dernier lieu. En fait, j'avais pas de questions parce que c'est des choses qui ont été très claires pour moi. Je suis donc Julien Bataille, CCI de Saint-Martin. Je suis le secteur public peut-être autour de la table, donc qui n'est pas directement concerné par ce type de contrat. Moi, j'ai plus une expérience de contrat public dans lesquels j'ai une petite expérience et dans lesquelles j'avais l'habitude d'insérer des clauses qui ressemblent à celles dont on parle aujourd'hui là, qui faisaient référence à des comités de règlement amiable. Donc c'est pas réellement de la médiation ou de l'arbitrage, mais ça y ressemble. Et c'était quelque chose d'assez automatique, notamment dans les marchés de travaux et même dans les marchés de prestations intellectuelles. L'intérêt pour moi de participer aujourd'hui, c'était bien sûr de revenir vers, dans un second temps, mais même dès demain matin, vers les élus de la CCISM pour essayer alors ça a été fait par le passé avec certaines personnes qui sont autour de cette table, pour essayer de systématiser la diffusion d'informations ou l'animation de petits séminaires, là, comme on fait là, de tables rondes virtuelles ou même en présentiel ici à Saint-Martin, puisque c'est arrivé que certaines entreprises auraient pu bénéficier de ce type de service et ne l'ont pas fait par méconnaissance ou par absence d'informations peut-être suffisamment précises dans ce sens-là. Donc mon invitation, c'est celle-là. Voilà. J'ai le projet de convention sous les yeux qu'on va retravailler ensemble demain avec les élus et puis qu'on pourra vous représenter ensuite. Voilà, de systématiser ces moments de rencontre, de systématiser ces points de rencontre et d'échange, et puis d'avoir de l'information le plus régulière possible sur votre offre de service qu'on pourra déployer ici. Et puis aussi des choses très précises. Alors, vous parliez du mois d'avril. C'est quelque chose, nous, c'est un moment, une période à laquelle on donne rendez-vous aussi aux entreprises, et notamment la présentation socio-professionnelle, les grands groupements. Et ça serait plutôt pas mal, voilà, j'en ai parlé déjà avec Sandrine, d'adjoindre peut-être en début ou en fin, mais on en avait parlé aussi avec vous, Madame Piton. Oui, absolument. En début ou en fin d'événement, cette thématique-là. Alors, ça ne sera peut-être pas directement lié, mais on pourrait voir un petit sujet
un petit sujet intéressant là-dessus. Ouais. Ouais, avec grand plaisir. Voilà. Et puis, comme je vous disais, on va adhérer aussi au réseau CARICHAM. Vous en avez parlé Voilà. en entrée d'intervention. Et puis voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Non, merci à vous. Merci. Donc, à très bientôt. Et bonne soirée pour ceux qui sont de l'autre côté. Enfin, et bonne nuit pour les autres. Voilà. Merci. Bonsoir à vous tous. Merci à tous, merci aux intervenants. Bye bye. Au revoir. Merci, Jenna. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.